Bilan des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024 qui a lieu en Côte d'Ivoire. Et si je l'avais déjà dit et que je m'attendais à ce que, comme à chacune des Coupes d'Afrique des Nations que j'ai pu regarder, il y ait des surprises en huitièmes de finale, il y en avait en phase de groupe. Il y a toujours une grosse équipe qui se fait éliminer en phase de groupe, toujours une grosse équipe qui se fait éliminer en huitièmes de finale. On a pu le voir à partir du début même des huitièmes de finale, du début de l'existence des huitièmes de finale en Coupe d'Afrique des Nations, à savoir en 2019 en Égypte. Le Cameroun était sorti en huitième de finale. Ils étaient vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, champions en titre. L'Égypte, pays organisateur, était aussi sorti en huitième de finale. Le Maroc aussi, une belle génération du Maroc avec Hervé Renard, avec un Hakim Ziyech qui avait atteint les demi-finales de Champions League avec l'Ajax, avec un superbe Hakimi. Eux aussi étaient sortis en huitième de finale. Au Cameroun, en 2021-2022, on a aussi eu la Côte d'Ivoire, mais qu'ils avaient affronté l'Égypte. Donc il y a toujours un gros qui sortait en huitième de finale. Mais alors, autant de gros qui sortent en huitième de finale cette année en Côte d'Ivoire, je vais être franc, je m'y attendais absolument pas. Et donc on va revenir sur les 8 matchs, je vais vous dire un peu tout ce que j'en ai pensé. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons avec Nigeria-Cameroun. C'est pas dans l'ordre des matchs, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais plutôt dans l'ordre du tableau. Et je tiens à m'excuser par rapport à ce que j'ai pu dire sur le Nigeria. Pour le moment, le Nigeria me montre que j'ai eu totalement tort. Là où je disais sur Twitter, là où je l'ai même dit en vidéo, que le Nigeria, je voulais pas faire le mec un peu rabat-joie, qu'ils avaient une ligne offensive mais juste incroyable, mais que défensivement et au milieu de terrain, c'était un peu plus fébrile. Force est de constater que depuis le début de la compétition, le Nigeria n'a mangé qu'un seul but et le Nigeria, elle en a mis à la Côte d'Ivoire, elle en a mis à la Guinée-Bissau, à la Guinée équatoriale, au Cameroun. Justement, le Cameroun, est-ce que je suis déçu ou non du Cameroun? Un Cameroun qui avait été lors des phases de groupe à 10 minutes d'être quatrième et ensuite ils étaient passés deuxième du groupe. Le Cameroun, je me dis que chaque fois qu'une équipe réussit avec un tel exploit, forcément la chance entre guillemets et ce qui a fait que tu as pu réussir, si ce n'était pas de la régularité et du travail, te rattrape tôt ou tard et tu t'es fait rattraper contre le Nigeria. Nigeria qui est pour moi, pour le moment, la plus grosse équipe qui reste du tournoi et l'équipe qui est la plus régulière et qui montre le moins de failles défensivement et le plus de réalisme aussi offensivement. Donc félicitations au Nigeria pour cet accès en quart de finale. Deuxième match, Angola-Namibie qui s'est soldé sur le score de 3-0 pour l'Angola. Et quel produit du football égyptien qu'est Mabouloulou, le joueur d'Al-Masri, un joueur incroyable, un buteur incroyable, la frappe qu'il met, je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu bloquer sa cheville et à la fois faire cet enroulé qui est juste sensationnel. C'est le troisième meilleur buteur de la compétition. Il pourrait même aller chercher le titre de meilleur buteur de la compétition, éventuellement s'il venait à marquer contre le Nigeria et s'il venait ensuite à aller en demi-finale. En tout cas, l'Angola avait terminé premier de son groupe, un groupe où il y avait l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et la Namibie qui avait terminé parmi les meilleurs troisièmes dans un groupe où il y avait le Mali ainsi que la Tunisie et l'Afrique du Sud. Mais en tout cas, le scénario était assez drôle. Carton rouge pour le gardien de l'Angola, ensuite un carton rouge pour la Namibie et l'Angola qui pour moi a écrasé la Namibie et le score aurait même pu être beaucoup plus sévère. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais toutes mes félicitations à l'Angola pour ce billet en quart de finale. Troisième match, Cap-Vert-Mauritanie. Félicitations au Cap-Vert qui a battu la Mauritanie sur le score de 1-0. Un penalty à la 88e et pour être le plus franc avec vous, je ne l'ai pas vu ce match, je ne l'ai pas vu du tout. J'ai un peu regardé les statistiques, les résumés, mais sinon je n'ai pas connaissance du fond réellement sur les 90 minutes et qu'est-ce qu'il en était. Mais en tout cas, félicitations au Cap-Vert, une très grosse équipe. Une équipe qui a fini première de son groupe devant l'Égypte, devant le Ghana, qui a battu le Ghana, qui a battu le Mozambique, qui a même fait match nul justement contre l'Égypte avec une équipe B du Cap-Vert. Donc toutes mes félicitations au Cap-Vert, c'est amplement mérité ce billet en quart de finale. Quatrième match, Maroc Afrique du Sud. Victoire de l'Afrique du Sud sur le score de 2-0. L'Afrique du Sud fait exactement et quasiment la même chose qu'en 2019. Une Afrique du Sud qui n'avait pas terminé première de son groupe. En 2019, elle avait terminé troisième. Là, l'Afrique du Sud avait terminé deuxième et elle vient battre l'un des favoris de la compétition
en huitième de finale, histoire de mettre fin à tout rêve et à tout espoir. En 2019, c'était l'Égypte, pays organisateur, pays de Mo Salah qui avait remporté la Champions League. Aujourd'hui, c'est le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, l'un des favoris sur le papier de cette compétition. Ils mettent fin à leurs rêves et malheureusement, côté marocain, ça sentait les peurs du passé, clairement. Ça sentait les peurs de 2017, les peurs de 2019 contre le Bénin, les peurs, enfin pas les peurs, mais le manque de personnalité que j'ai aussi pu voir face à l'Égypte au Cameroun en 2021-2022. Là, sur ce match-là, j'ai senti qu'il y avait les deux. J'ai senti qu'il y avait le manque de personnalité qu'on a pu voir contre l'Égypte lors de la dernière édition et la peur chez les joueurs que j'ai pu voir, pas chez tous les joueurs, chez certains joueurs que j'avais pu voir justement lors de la compétition 2019, lors du match contre le Bénin. Donc, va falloir vraiment battre ces démons-là chez le Maroc, battre ce manque de personnalité. Il y a des joueurs clairement qui l'ont. Naïf Aguerd, il a la personnalité et je l'ai remarqué lorsque Hakimi a raté son penalty justement. Naïf Aguerd est venu et il l'a relevé immédiatement. Ça, c'est un mental de leader. Les déclarations de Romain Saïs, c'est des déclarations à chaud sur l'arbitrage, mais c'est pas vraiment digne d'un capitaine et qui a de l'expérience. En tout cas, le Maroc doit impérativement se remettre en question. Je ferai une vidéo sur Walid Regragui. Doit-on le retirer, doit-on le licencier? Est-ce qu'il doit partir? Je ferai une vidéo sur cela. Mais en tout cas, là, ils ont une CAN à domicile à préparer. Et CAN à domicile, il faut être mental parce que forcément, même si tu n'es pas l'équipe la plus forte, quand tu es à domicile, on veut impérativement te battre. Mais on reparlera de tout ça. En tout cas, sur l'Afrique du Sud, magnifique, rien à dire. Des joueurs issus de la formation locale. Le 11 de départ de l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, c'est 100% de la formation continentale. Ils viennent tous du continent, ils viennent tous d'Afrique du Sud, que ce soit de Mamelodi Sundowns, un très très grand club, un très très grand coach. On voit la cohésion, on voit aussi l'envie, on voit que le continent africain, ces gros clubs du continent n'ont absolument rien à envier à des joueurs qui évoluent en Europe. Certes, la difficulté n'est pas la même, mais on tend à se rapprocher de l'excellence. Et l'Afrique du Sud, en la matière, avec Sundowns, Orlando Pirates, il y avait des joueurs de ce club-là. Il y a aussi Percy Tau qui joue à l'Ahly justement. Ces clubs-là se rapprochent très facilement de ce que l'on peut retrouver dans les 5 grands championnats majeurs en Europe. Et le continent du moins ces grands clubs du continent n'ont pas grand chose, si ce n'est peut-être l'aspect technologique à envier aux 5 championnats majeurs européens. Donc félicitations à l'Afrique du Sud, félicitations pour ce billet en quart de finale contre le Cap-Vert. Bon courage pour le reste, vous êtes une très très belle équipe. De l'autre côté du tableau maintenant, 5e match de ces 8e de finale, on a eu le droit à Mali, Burkina Faso, un gros choc, le Mali qui avait terminé premier de son groupe, le Burkina Faso qui avait terminé deuxième de son groupe, le Mali qui bat, félicitations au Mali, et qui s'envole pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne l'avait plus fait depuis 2013, félicitations aux frères maliens, une très très belle formation, un très gros milieu de terrain. Quand je regarde les Maliens, que ce soit en U17, ce qu'ils ont fait, c'était en U17 ou en U20. Je crois que c'était plutôt en U17. C'était le mondial U17. Ils étaient arrivés en demi-finale. Félicitations aux Maliens. Les U23 aussi sont qualifiés pour les JO. Ils avaient fait demi-finale. Donc, franchement, c'est du travail. On voit qu'il y a du travail en amont avec les classes plus jeunes. Donc, félicitations au Mali. Hard luck au Burkina. Un Burkina qui reste quand même une très, très grosse équipe du continent, qui font pas mal de demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été une finale en 2013 contre le Nigeria, demi-finale en 2017, demi-finale en 2021-2022. Une grosse équipe qu'est le Nigeria, donc dommage, mais en tout cas, pour être franc, j'avais pas regardé le match parce que on y reviendra, mais après l'élimination de l'Égypte, j'ai eu un peu de dégoût sur la Coupe d'Afrique des Nations, mais sinon ça va revenir petit à petit et je commence à prendre du recul sur cela. Mais en tout cas, félicitations au Mali et bon courage en quart de finale. 6e match opposait le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, au champion en titre, le Sénégal, les éléphants, contre les Lions de la Teranga. Le Sénégal qui avait terminé premier de son groupe, qui avait fait un sans faute. C'était la seule équipe lors des phases de groupe de cette compétition à avoir fait 3 matchs, 3 victoires. La Côte d'Ivoire, quant à elle, à domicile, avait perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. Elle avait dû sortir la calculatrice et dépendre d'autres équipes pour terminer parmi les meilleurs 3e. Et pourtant, je l'ai immédiatement dit à tous mes potes et notamment à mon frérot sénégalais. Je lui ai dit que la Côte d'Ivoire, c'était l'un des pires cadeaux qu'on pouvait avoir. C'était clairement un cadeau empoisonné. Une équipe qui n'avait absolument plus rien à perdre. Un coach local qui avait absolument tout à donner. Des joueurs qui voulaient impérativement se rattraper et ils le font. Certes, on aurait pu penser que lorsque le Sénégal marque de façon prématurée lors de ce match-là, ils auraient pu dérouler sur la Côte d'Ivoire. Et
Et pourtant, le milieu de terrain ivoirien, extrêmement complémentaire, pas forcément toujours aligner les meilleurs éléments qu'on a, on n'est pas sur FIFA Ultimate Team, mais les éléments les plus complémentaires les uns avec les autres. Le milieu de terrain ivoirien a été monstrueux. Et ensuite, ils vont chercher ce penalty en fin de match. Et ensuite, ils gagnent au terme d'une séance de tir au but. Et donc, félicitations à la Côte d'Ivoire parce qu'il en faut énormément du courage pour ne pas s'effondrer encore plus après une telle défaite à domicile. Ils ont su, face aux champions d'Afrique en titre, face à l'une des plus belles équipes du Sénégal, sincèrement. Et j'avais peur que le Sénégal soit capable de faire encore une finale, gagner. Ils auraient été à 3 finales consécutives, 2 victoires consécutives. Et peut-être même, ils auraient pu aller chipper le record de l'Égypte, à savoir le 3 CAN de suite. Parce qu'honnêtement, le Sénégal, ils ont une formation incroyable. Ils ont des classes de jeunes incroyables. Ils ont raflé pas mal de choses et ils ont une équipe mais sensationnelle. Mais maintenant, malheureusement, au terme de cette séance de tir au but, ils ont été éliminés. Et à noter que depuis presque 10 ans maintenant, le champion en titre n'arrive pas à aller au-delà des quarts de finale. Avant-dernier match, Égypte-République démocratique du Congo. Mon Égypte contre la RDC. Un match qui s'est terminé sur le score de 1 partout. Ensuite prolongation, ensuite tir au but. L'Égypte a chopé un carton rouge, tir au but remporté par la RDC. Félicitations à la RDC pour avoir remporté son 8e de finale et s'être envolé en quart de finale. Bon courage pour la suite. En tout cas, séance de tir au but avec Gabaski, le fameux imposteur Mohamed Abou Gabal. J'avais sorti une vidéo à un moment donné pour répondre aux personnes qui disaient pourquoi c'est Eshenaoui, Mohamed Eshenaoui au cage et non pas Mohamed Abou Gabal alias Gabaski. J'avais répondu pour tous ceux qui n'étaient pas égyptiens parce que les Égyptiens le savent à quel point Gabaski était en sur-régime lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il dépendait de plusieurs facteurs. Facteur numéro 1, comme je l'ai dit, le sur-régime. Facteur numéro 2, les séances de tir au but. Il y avait quand même un homme, une légende du continent, si ce n'est le meilleur gardien africain de l'histoire, à savoir Assam Al-Hadri, l'homme aux 4 Coupes d'Afrique des Nations, qui était l'entraîneur des gardiens, qui l'a extrêmement bien préparé lors de cette compétition. Aujourd'hui, il n'était plus là. Abou Gabal on a vu son régime habituel normal lors de la séance de tir au but. Tout le monde sait que ce gamin, il a quand même 35 ans. Mais nous, Égyptiens, on sait qu'il plonge toujours de son côté droit. Il ne plonge jamais côté gauche, donc côté gauche de la télé. Et donc, il ne plonge jamais côté droit de la télé. Tout le monde le savait. Et forcément, la RDC le savait et ça a dû être travaillé. C'est là où j'en veux à Rui Vitória. Beaucoup se plaignent de Mohamed Lachine qui n'a pas tiré et qui a laissé justement Abou Gabal. Parce que oui, Abou Gabal, c'était la séance de tir au but la plus imparfaite et la plus catastrophique. Tu n'arrêtes rien et en plus, quand tu tires, tu rates et tu fais perdre ton équipe. Mais pour moi, pour en revenir à Mohamed Lachine qui était dernier tireur et c'est pour ça qu'Abou Gabal a tiré avant, moi je n'en veux pas à Mohamed Lachine parce que Mohamed Lachine sait ses compétences et Mohamed Lachine sait qu'il allait rater. Donc il s'est très clairement mis en dernier et ça je peux pas lui en vouloir du tout parce que si Mohamed Lachine avait pris un des tirs d'avant et l'avait raté, tout le monde se serait jeté sur lui. Donc moi je ne lui en veux pas et qui aurait imaginé qu'on en arriverait au 9e tir. Je pense que tout le monde pensait justement qu'Abou Gabal allait tout arrêter. Et c'est là où justement j'en veux à Rui Vitória de faire rentrer Mohamed Lachine alors que tu sais que tu vas en séance de tir au but. Moi j'aurais opté pour une autre stratégie et beaucoup pourraient me prendre pour un fou, mais j'estime que dans ce genre de moment c'est comme une partie d'échecs et il faut rentrer dans le cerveau de l'autre. Et ce que j'aurais fait, et ça va peut-être vraiment, vous allez me prendre pour un fou et ça pourrait être critiquable, mais j'aurais fait sortir Abou Gabal et j'aurais fait rentrer Ahmed Eshenaoui. Personne ne connaît quoi que ce soit d'Ahmed Eshenaoui en séance de tir au but. Tout le monde s'attend à ce que ce soit Abou Gabal, mais pourtant on sait qu'Abou Gabal c'est pas le meilleur. Et Ahmed Eshenaoui, personne ne sait ce qu'il vaut en séance de tir au but. Les adversaires ne l'ont pas travaillé, les adversaires ne le savent pas du tout. Et on aurait donc pris les adversaires à court. Et je pense qu'avec Ahmed Eshenaoui, du moins avec un autre gardien qu'Abou Gabal, on aurait peut-être mieux fait lors de cette séance de tir au but. Quoi qu'il en soit, c'est la RDC qui l'a gagné. Il y a, pour revenir aussi sur la touche elle est égyptienne, ça on le sait, mais il y a des erreurs d'attribution et c'est des choses qui arrivent et malheureusement la VAR ne peut pas revenir dessus parce que la VAR revient sur l'action en question et non pas sur une action d'avant et donc la VAR revient uniquement sur le but, voir s'il y a une faute sur l'action du but, voir s'il y a un hors-jeu, voir etc. mais elle ne peut pas revenir sur l'action d'avant et justement la touche c'est l'action d'avant. La touche était égyptienne mais donc il y a eu erreur d'attribution qui a conduit directement à un but de la RDC. C'est des choses qui arrivent, je ne m'en plains pas, la seule chose dont je peux me plaindre c'est le manque d'expérience de nos joueurs. Si c'est des U23 qui contestent la touche et qui restent bloqués comme ça, là je pourrais dire il manque d'expérience,
d'expérience, ils manquent de vécu, mais là, c'est des joueurs qui ont plus de 25 ans. C'est tous des joueurs qui ont connu au moins 2 Coupes d'Afrique des Nations qui font cette erreur-là, donc très clairement critiquable. Et je reviendrai sur l'Égypte ensuite dans une vidéo à part, sur Rui Vitória, sur ce match contre la RDC. Mais donc en tout cas vraiment déçu de la part de nos joueurs parce qu'on perd, et si honnêtement on perdait avec des joueurs extrêmement jeunes, j'aurais dit c'est pas grave, là ils n'avaient pas d'expérience et maintenant ils vont en tirer des leçons. Problème c'est que je perds avec des trentenaires et j'étais l'effectif le plus vieux de la compétition, donc je n'ai absolument rien appris. Enfin bon, on parlera de l'Égypte dans une autre vidéo. En tout cas, félicitations à la RDC et bon courage encore une fois pour la suite de la compétition. Et enfin, le dernier match de ces huitièmes de finale pour en terminer avec le tableau. On avait Guinée équatoriale qui avait tapé la Côte d'Ivoire en phase de groupe 4-0 devant leur propre public. Et on avait le Sili national de Guinée qui avait terminé parmi les meilleurs troisièmes. Et là, c'est pour moi l'illustration d'un match qui se joue avec envie, avec les tripes et avec le mental. La Guinée équatoriale loupe un penalty et elle perd un peu en concentration, en lucidité, et on sent que l'espoir est perdu durant ce match-là. Et de l'autre côté, la Guinée, c'est une Guinée qui va chercher son but à la 98e minute. C'est pour moi l'illustration d'une équipe qui a faim, d'une équipe qui veut impérativement marquer coûte que coûte, et non pas d'une équipe comme j'ai pu le sentir avec l'Égypte, cette équipe qui malheureusement cherche les prolongations parfois, cherche le repos en allant chercher la séance de tir au but parce qu'elle sait qu'elle n'est plus forcément capable. J'ai senti que là il y avait les tripes, là il y avait l'envie de tuer le match, et félicitations à la Guinée qui va donc en quart de finale. Félicitations à tous mes frérots guinéens que je connais ici au Maroc, vous l'avez mérité cette victoire, et dommage pour la Guinée équatoriale qui elle peut vraiment avoir des regrets. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo bilan des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024 qui a lieu au pays des éléphants en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs lors de mes débriefs de l'Égypte parce que j'étais toujours un peu à chaud sur l'Égypte et toujours concentré sur l'Égypte, mais très belle Coupe d'Afrique des Nations organisée, très belle pelouse, très belle hospitalité, très beau terrain. La Côte d'Ivoire fait un job incroyable lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations à vous. J'avais quelques réserves lorsque j'avais vu des choses qui s'étaient passées avant la compétition, notamment en 2022 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en phase de groupe. Contre le Cameroun, il y avait un terrain qui était pas de très bonne qualité. Ensuite, on l'a vu avec le match contre le Mali, un stade complètement inondé. La Côte d'Ivoire a su nous proposer une superbe compétition. Donc franchement, bravo, et je vous tire mon chapeau. Et donc on a vu le bilan de ces huitièmes de finale. On se retrouvera pour le bilan des quarts de finale, mais avant je parlerai un peu du Sénégal, d'Aliou Cissé, je parlerai aussi de Jamal Belmadi, je parlerai de Rui Vitória, de Walid Regragui, donc du Sénégal, de l'Algérie, de l'Égypte et du Maroc, voir s'il faut oui ou non licencier ces entraîneurs, chercher un autre entraîneur. On verra tout cela prochainement. Et à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire quel bilan est-ce que vous faites de cette compétition jusqu'au huitième de finale. Est-ce que vous êtes déçu du fait que votre équipe soit sortie, ou est-ce qu'elle méritait de sortir et ce sera une leçon pour l'avenir, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que vous êtes toujours hype par la compétition, par le fait de vous dire que potentiellement on aura une équipe inédite qui gagnera la compétition? On a le Cap-Vert encore qui peut le faire, l'Angola, la Guinée, et on a aussi le Mali, et je ne sais pas si j'en oublie, le Nigeria a gagné, l'Afrique du Sud c'est gagné, la RDC c'est déjà gagné, et la Côte d'Ivoire aussi c'est déjà gagné. Donc oui, les 4 autres ne l'ont pas remporté, et moi honnêtement j'aimerais qu'une équipe qui ne l'ait pas remporté la remporte, ce serait beau, mais en tout cas ça se fera au mérite, et j'espère que le meilleur gagnera la compétition, l'équipe qui aura proposé le plus de réalisme. Bref, vous avez compris. En tout cas, à vous de jouer dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.